C'étaient les Britanniques qui ont créé Israël pour les Juifs d'Europe, non? Pas vraiment. En fait, après la Première Guerre mondiale, la Palestine est devenue un mandat britannique, autrement dit, un territoire conquis. Mandat est l'euphémisme pour dire que nous avons conquis ce territoire. Je suis désolé, la Société des Nations, qui était le précurseur de l'ONU, a approuvé les actions de la Grande-Bretagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a voté et la Grande-Bretagne s'est abstenue. Ils n'ont pas voté pour, bien qu'ils aient pu utiliser leur veto. Ils avaient ce pouvoir, donc ils auraient pu dire non. Mais ils se sont abstenus, ce qui signifiait qu'ils n'ont pas exercé leur veto, même s'ils n'ont pas dit oui. Et l'ONU a voté pour diviser la Palestine en Israël et Palestine, car c'était techniquement sous contrôle britannique, qui appartenait à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas appliqué la division. La Grande-Bretagne a protesté, affirmant que c'était une grosse erreur. Alors, les Britanniques ont décidé, parce qu'ils détestaient tellement cela, qu'ils allaient essayer d'empêcher la formation d'Israël et de la Palestine. Le problème, c'est qu'ils ont mis l'accent sur l'empêchement de la formation de la Palestine. Donc Israël a fini par exister et la Palestine a fini par disparaître. Je veux dire, en quelque sorte, sauf qu'il y a 2 fois plus de Palestiniens que d'Israéliens et c'est une plaie longue, purulente, que le monde s'est infligée à lui-même parce qu'il a décidé de créer un État qui ne servait qu'une seule religion au détriment des gens qui y vivaient déjà. Je ne comprends pas comment ils ont pu créer une nation, comme diviser une nation déjà occupée et y mettre des gens. Que veux-tu dire? Tu sais où tu vis? Il y avait des Amérindiens ici. Oui, mais c'était à l'époque. Oh, tu veux dire, comment ont-ils pu faire ça en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on aurait dû apprendre de telles leçons, ou au moins que les gens s'y opposeraient? Il y a eu des objections. Le monde arabe, par exemple, s'est opposé. Même en Europe, certains n'étaient pas contents, comme la Grande-Bretagne. Cela dit, les États-Unis et l'Union soviétique. Et la France était très favorable à cela. Et parce qu'ils étaient très favorables, il était difficile pour quiconque de l'arrêter. En 1948, personne n'allait dire non aux États-Unis et à l'Union soviétique. C'était inimaginable. On n'entend jamais parler de cela comme d'un grand problème, comme lorsque les gens ont protesté contre le Vietnam ici. On n'entend jamais parler de gens protestant contre la création d'Israël. Il n'y avait pas de mouvement de protestation de masse dans le premier monde contre la création d'Israël. Et c'était parce que les gens compatissaient avec les souffrances des Juifs. Certains pensaient qu'un État propre leur offrirait une protection. Je veux dire, c'est vraiment une logique bancale, non? En se regroupant tous au même endroit, ils se sont mis dans une situation encore plus dangereuse. Et il y avait déjà des gens là-bas. Ils auraient pu les installer sur une île déserte. Eh bien, oui. Quand je parle avec des sionistes, j'ai un ami qui dit toujours, pourquoi les Arabes ne peuvent-ils pas être généreux? Combien de terres les Arabes ont-ils donné? Pourquoi ne peuvent-ils pas être généreux? Ma réponse immédiate est, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas été généreux? Pourquoi pas New York ou le Connecticut? Ou le Nouveau-Mexique et l'Arizona, qui ont été demandés? À un moment donné, le mouvement sioniste a demandé aux États-Unis s'ils céderaient ces États pour un État juif. Les États-Unis ont refusé, mais ont accepté que cela se fasse en Palestine. Nous sommes donc généreux avec les terres des autres, mais pas avec les nôtres. Cela me fait penser à cette étude. Je ne sais pas si j'ai raison à ce sujet. Donc, on pose la question aux gens, et normalement je devrais vous la poser, mais je ne vais pas le faire. On demande aux gens de résoudre ce dilemme moral. Donc, il y a une voie ferrée avec des gens qui y travaillent. 5 personnes y travaillent, mais elles n'entendent rien à cause du bruit qu'elles font et ne voient rien car elles regardent ailleurs. Un train arrive droit sur elles. Et il tuera ces 5 personnes quand il les percutera car il va très vite. Cela dit, vous vous trouvez juste à côté d'un levier de voie ferrée. Et vous pouvez changer la voie sur laquelle le train va. Et sur l'autre voie, il y a une personne. Donc, si vous tirez ce levier, le train change de voie et tue une personne. Tirez-vous le levier? Alors, répondez. Non. Une personne dit non et je vois plein de gens hocher la tête. D'autres non.
Êtes-vous un non? Oui, peut-être. Parce que ce serait égoïste de le faire. Quoi? Ce serait égoïste. En fait, égoïstement, je dirais non. Tu dirais non parce que pourquoi? Parce que si tu actionnes le levier, tu causes la mort. De qui? Oui, si tu ne fais rien. Ok, juste vous deux, y a-t-il quelqu'un d'autre là-dedans? Ou est-ce que... Je suis indécis. Tu es indécis? Tu dis oui, 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 oui. Au fait, je suis un oui. J'actionnerai le levier. Ok, donc maintenant, la majorité dit oui. La grande majorité dit oui. Je suis heureux que vous ayez eu cette discussion car elle était vraiment intéressante. Maintenant, changeons un peu le scénario. 5 personnes, toujours incapables d'entendre ou de voir, sont sur le point d'être percutées par un train. Tu es sur un pont. Je ne sais pas d'où vient ce pont. Tu es sur un pont au-dessus des travailleurs. Et il y a un gars debout à côté de toi. Tout ce que tu as à faire pour empêcher le train de frapper ces gens serait de pousser le gars debout à côté de toi du pont. Parce que lorsqu'il tombe à sa mort, les travailleurs le remarqueront et le train le remarquera. Et les travailleurs pourront s'écarter. Et puis le train. Peut-on se jeter nous-mêmes? Non. Ok. Tu vois? Ok. Donc tout le monde dit non, n'est-ce pas? Et la question est-ce parce que tu touches le gars ou est-ce que le levier est ton télécommande? Et les gens sont alors interrogés et ils ne connaissent pas la réponse. Je pense que c'est la réponse. La réponse est, tu aurais pu te jeter toi-même. Pourquoi ne t'es-tu pas jeté toi-même? Si tu es si déterminé à sauver ces 5 gars, pourquoi sacrifies-tu Booba ici alors que tu pourrais y aller? Et je crois que la vraie raison pour laquelle ceux qui ont dit oui au premier scénario disent non au second, c'est qu'ils ne veulent pas risquer leur vie. C'est moralement révoltant de sacrifier le gars à côté de toi. Mais les chercheurs disent qu'ils ne comprennent pas. Je suis assez sûr que c'est évident. Je suis presque certain que c'est la solution. Et c'est ce qui me dépasse concernant la politique des États-Unis envers Israël. D'accord, si c'est une si bonne idée, pourquoi ne pas le faire ici? Donnons aux Israéliens une patrie ici qui sera uniquement juive. Et si tu n'es pas juif, tu dois partir. Et quand on le formule ainsi, soudainement, ça devient peut-être moins désirable. Et puis l'autre question est, la Palestine n'avait évidemment rien à voir avec l'Holocauste. Nous faisons évidemment cela en partie à cause de l'Holocauste. Pourquoi ne pas le mettre en Allemagne alors? Pourquoi ne pas prendre une partie du nord de l'Allemagne et l'appeler Nouveau Israël? Hambourg aurait pu être la Nouvelle Jérusalem, et on leur donnerait le nord de l'Allemagne. Cela semble juste, surtout que la plupart des Juifs dont nous parlons étaient soit des Juifs américains et la plupart d'entre eux étaient d'origine allemande, soit des Juifs européens et la plupart d'entre eux étaient d'origine allemande. Le yiddish était la langue juive principale en Europe pour une raison, c'est essentiellement de l'allemand avec un accent juif et quelques mots hébreux. Le yiddish est aussi une langue géniale, d'ailleurs. Certains des mots les plus cool sont en yiddish. Mais bon, c'est une autre histoire. Et il ne serait pas proche de Jérusalem et tout ça? Ok. Mais alors, tu te dis, c'est une question de religion. Pourtant, la plupart des sionistes diront que non. Alors, si ce n'est pas une question de religion, pourquoi vouloir être si près de Jérusalem? C'est évidemment une affaire de religion. Mais ensuite, ils disent qu'ils sont athées ou juifs laïcs et sionistes. Alors pourquoi Jérusalem? C'était notre patrie. Ta patrie, tu as 2000 ans? Je ne comprends pas. Voici le twist. La majorité des Palestiniens sont d'origine juive et sont ethniquement plus juifs que les juifs européens et américains qui sont allés créer Israël. Donc, chaque fois qu'un Palestinien est tué par un Israélien, une personne plus juive est tuée par une personne moins juive. C'est vrai que l'Israélien pratique effectivement le judaïsme ou est un juif laïque. Et c'est vrai que ces Palestiniens sont des chrétiens et des musulmans dont les ancêtres se sont convertis du judaïsme au christianisme et à l'islam. Mais c'est juste un twist bizarre et ironique. Je veux dire, c'est amer à quel point c'est ironique. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et voici le problème. Je ne crois pas l'avoir bien expliqué la dernière fois, alors je vais le redire, puis je te laisserai tranquille, car je suis vraiment au bout, désolé. Laisse-moi juste faire ça. Le problème, c'est que si tu disais, ok, on va créer un nouvel État, et ce sera laïque. Ce n'est plus pour une seule religion. Ce sera une démocratie, laïque, et il y aura des droits pour toutes les minorités. Et d'ailleurs, Muammar Kadhafi avait en fait suggéré de l'appeler Israël. Israël et Palestine, Israël. Ça me semble horrible, mais peu importe.
Je me moque de comment tu veux nommer ça. Dis Israël, Palestine, Isratin, ou même Israël-Palestine avec un trait d'union comme tes parents l'ont fait avec toi. Je m'en fiche, tant que ça te rend heureux. Mais si tu le faisais, il y aurait soudainement 13 millions de Palestiniens chrétiens et musulmans. Je pense que c'est comme 10% de chrétiens, 90% de musulmans. Et puis il y aurait 6 millions de juifs. Donc, les juifs deviendraient une minorité dans cet État, ce qu'ils veulent éviter. C'est pourquoi ils luttent contre les Palestiniens, non pas parce qu'ils sont attaqués, mais pour empêcher l'intégration de la Palestine et préserver leur majorité. En réalité, 7 millions de Palestiniens vivent en Palestine et en Israël. Mais 5 millions vivent dans ce qu'on appelle la bande de Gaza, qui est en réalité un camp de concentration. Et puis il y a la Cisjordanie, une série de petits ghettos. Et en faisant cela, ce que les Israéliens ont fait, c'est qu'ils ont créé une situation où les natifs sont en exil interne. Non, ils sont toujours en Palestine. Ils ne sont juste pas dans leur maison. Leurs maisons sont à Haïfa ou Jaffa ou Jérusalem. Et donc ils sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays en tant que majorité mais sans droit de citoyenneté. C'est la pire ignominie depuis l'apartheid en Israël et en Afrique du Sud. À certains égards, c'est même pire que l'apartheid sud-africain. En fait, c'est vrai quand on y pense. Parce que, au moins avec l'apartheid en Israël, il n'y avait pas de blocus. Désolé, je m'égare. En Afrique du Sud, l'apartheid n'incluait pas de blocus empêchant les échanges de biens dans les quartiers noirs. Parce que les Blancs profitaient économiquement de la population noire, ils ne feraient pas ça. Il y avait le même effet de migration massive. 2,5 millions à 3,5 millions. Ah, je viens de comprendre un truc. Donc j'ai même dit ça en classe plus tôt. L'histoire que j'ai apprise était que la plus grande migration forcée de masse de l'histoire humaine était en Afrique du Sud, quand elle est devenue l'apartheid, forçant 2,5 à 3,5 millions de Noirs à quitter les quartiers blancs. Et d'ailleurs, les Asiatiques aussi. La population indienne a également été séparée. Eh bien, la grande majorité des 5 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et la Cisjordanie sont eux-mêmes des réfugiés forcés de quitter le reste de la Palestine. Donc c'est en fait probablement une population plus importante. Parce que je serais surpris si plus d'1,5 million de personnes venaient réellement de ces deux endroits. Je parie que 3,5 millions sont en fait des réfugiés déplacés. Ce n'est pas notre seule crise des réfugiés. Nous avons aussi les crises des réfugiés syriens et irakiens. La dernière fois que j'ai vérifié, la Jordanie comptait seulement 25% de Jordaniens, mais je ne suis pas sûr de l'exactitude de ces chiffres. C'est quelque chose comme 60% de Palestiniens, 25% de Jordaniens, et les 15% restants sont des Syriens et des Irakiens. Franchement, c'est fou. D'accord, j'ai fini. Any other questions?